Sherlock Holmes, la Ligue des Hommes Roux. L'automne dernier, en faisant à Baker Street une visite à l'improviste, je trouvai mon ami Sherlock Holmes plongé dans une grande conversation avec un gros homme d'un certain âge, plutôt en couleur et à la figure grasse. Mais ce qui attirait principalement l'attention chez le visiteur, c'était, à n'en pas douter, une chevelure d'un rouge tellement flamboyant qu'il en devenait agressif. J'allais me retirer en m'excusant, lorsque Holmes me retint d'un geste. Vous ne pouviez pas mieux tomber, Watson, me dit-il gaiement. Je craignais de vous déranger. Pas du tout. Monsieur Wilson, dit-il en se tournant vers le gros rouquin, puis-je vous présenter le docteur Watson? Le docteur Watson est mon ancien associé, et bien des problèmes ont été résolus grâce à son concours. Le gros homme m'adressa un salut et un regard rapide de ses petits yeux porcins. Je m'inclinai et je m'assis dans le vieux fauteuil. Vous vous souvenez, Watson, de ce que vous m'affirmiez l'autre jour Vous vous souvenez, Watson, de ce que vous m'affirmiez l'autre jour pour me contredire que la vie n'est jamais aussi audacieuse que le roman, et que c'est là la faiblesse du roman dit réaliste. Eh bien, voici précisément monsieur Jabez Wilson qui a bien voulu me soumettre un petit problème et qui va avoir la bonté de recommencer sa narration devant vous. Nous n'en étions qu'au début, et je crois que c'est un des récits les plus sensationnels que j'ai entendus depuis des années. Je vous dois dire que juste ici, je suis incapable de dire si cette histoire annonce un crime ou même un délit, mais les circonstances en sont certainement très originales. Si je vous demande de bien vouloir recommencer, monsieur Wilson, ce n'est pas entièrement en raison de la présence du docteur Watson, mais la nature vraiment spéciale de votre cas me fait souhaiter un maximum de détails. En général, voyez-vous, une affaire rappelle toujours plus ou moins une autre affaire, parmi les milliers de crimes et de délits que l'on peut lire à longueur d'année dans les journaux. Et les détails de l'une donnent souvent d'intéressantes indications sur l'autre. Mais votre cas est vraiment très à part. Le gros homme se redressa avec un sourire modeste, visiblement ravi de l'effet produit par son histoire sur le célèbre détective. De la poche intérieure de son pardessus, il tira un vieux journal quelque peu froissé, et, tandis qu'il cherchait un entrefilet, j'en profitai pour l'examiner attentivement, en m'efforçant d'appliquer les méthodes de mon ami et de déduire quelques indications de la mise et de l'attitude du visiteur. Cet examen ne m'offrit rien de bien intéressant. Le visiteur en question offrait absolument l'aspect de n'importe quel petit commerçant anglais. Il était à la fois replé et sévère, presque doctoral, et devait avoir le cerveau plutôt lent et têtu. Un vaste pantalon gris enveloppait le bas de son imposante personne. Il portait une redingote noire déboutonnée, d'une propreté douteuse, sur un gilet de laine brune que barrait une courte chaîne de cuivre. Une sorte de carré métallique percé d'un trou y était suspendu comme une breloque. Son chapeau haut de forme, jadis neuf, et son manteau brun, dont le col avait été restauré par un morceau de velours, ne prévenaient pas en faveur de sa fortune. En fait, rien de ce gros homme n'était bien remarquable, excepté, naturellement, ses cheveux sang de bœuf. Sherlock Holmes me jeta un regard amusé, et secoua la tête en réponse à mon coup d'œil interrogateur. En dehors des faits évidents, dit-il doucement, que M. Wilson a quelque temps pratiqué le travail manuel, qu'il est franc-maçon, amateur de tabac à Prissé, qu'il est allé en Chine et qu'il a beaucoup écrit ces derniers temps, je ne trouve moi non plus rien à déduire, Watson. Jabez Wilson se redressa sur son siège et regarda Holmes d'un air effaré, le doigt toujours posé sur un article de son journal. Comment savez-vous tout cela, monsieur Holmes? Comment diable savez-vous que j'ai pratiqué le travail manuel? C'est parfaitement vrai. J'ai travaillé au début de ma carrière comme charpentier de marine. Mais je ne vois pas ce qui a pu vous le faire deviner. Vos mains, cher monsieur, vos mains. Votre main droite est beaucoup plus plâtre et plus large que votre main gauche. Cela prouve que vous avez longuement exercé, puisque les muscles ont pris force et largeur.
Je comprends, mais comment savez-vous que je suis franc-maçon? Je m'en voudrais de faire injure à votre intelligence, en vous le disant, d'autant plus qu'il me semble que porter une épingle de cravate formée d'une équerre et d'un compas est tout à fait défendu par les règles de votre association. Oh, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Mais comment savez-vous que j'ai écrit ces temps-ci? Et que je... Et que pourrais-je... Et que pourrait vouloir dire d'autre que votre manchette droite, luisante à force d'avoir été frottée, et cette tache claire sur votre coude gauche, là où vous posez le bras sur la table? Admettons, mais mon voyage en Chine? Oh, un peu au-dessus de votre poignet droit, vous avez un tatouage de poisson. J'ai un peu étudié les tatouages et je suis même l'auteur d'un modeste opuscule sur le sujet. Cette façon de teindre en rose délicat les écailles du poisson n'a guère pu être faite qu'en Chine. Et quand de surcroît quelqu'un porte une sapèque, une pièce de monnaie chinoise, à sa chaîne de montre, j'en conclus que le gentleman en question est allé en Chine. Voilà tout. Bon, bon, fit le gros homme avec un rire épais. C'est formidable. J'ai cru un moment que vous saviez tout. Mais en fait, c'est tout bête. Je crains, Watson, dit Holmes, en se tournant vers moi d'un air peiné, d'avoir une fois de plus commis une erreur regrettable en m'expliquant. Je finirai par couler ma petite réputation à force d'innocence. Enfin, n'importe. Vous avez retrouvé votre annonce, monsieur Wilson? Oui, je l'ai. Tenez, monsieur, lisez-la vous-même, me dit-il en me tendant le journal et en m'indiquant un article de son gros doigt poilu. Je pris le journal et je lus. Ligue des hommes roux. En considérant des clauses testamentaires de la succession de feu Ezekiah Hopkins de Lebanon, Pennsylvanie, États-Unis, une nouvelle vacance est ouverte à la Ligue des hommes roux. Elle permet à un membre de la Ligue de gagner un salaire de 4 livres par semaine pour un emploi strictement nominal. Tous les hommes roux, sains de corps et d'esprit, âgés de plus de 21 ans, peuvent faire acte de candidature. Se présenter lundi à 11 heures à Monsieur Duncan Ross au bureau de la Ligue des hommes roux, 7 Pope's Court, Fleet Street. Je regardais avec étonnement cette annonce extraordinaire. Qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire, fis-je. Holmes se poussa un petit gloussement de satisfaction et se tortilla sur son fauteuil, signe chez lui de beaucoup d'intérêt et d'amusement. Poursuivez, monsieur Wilson. Nous en étions là, Watson. Avez-vous noté la date du journal? Le Morning Chronicle du 11 août 1890. Il y a donc 2 mois. Parfait. Nous vous écoutons, monsieur Wilson. Donc, dit Jabez Wilson, en s'essuyant le front avec un vaste mouchoir. Comme je vous l'ai dit, monsieur Holmes, je possède une petite affaire de prêt sur gage à Cockburn Square, près du centre. Ce n'est pas une grosse entreprise. Ces dernières années, j'en ai tout juste tiré de quoi vivre. Au début, j'avais 2 employés, et maintenant un seul est, hélas, suffisant. Et encore, je le paie à demi-tarif, comme débutant. Voilà un sympathique jeune homme, fit Holmes en hochant la tête. Comment s'appelle-t-il? Spaulding, Vincent Spaulding. Mais ce n'est plus un jeune homme. J'aurais du mal à vous préciser son âge, d'ailleurs. Toujours est-il que je ne pourrais trouver un meilleur collaborateur, monsieur Holmes. Il pourrait très bien travailler ailleurs et gagner davantage. Mais s'il est content comme ça, pourquoi irais-je lui mettre en tête d'autres idées, n'est-ce pas? Très bien raisonné. Vous avez de la chance d'avoir un employé modèle à moitié prix. Je ne connais pas beaucoup de patrons qui pourraient en dire autant à notre époque. Mais je suppose qu'il n'a rien d'aussi remarquable que votre annonce de tout à l'heure. Oh, remarquez qu'il n'est pas sans défaut. Par exemple, je n'ai jamais vu un pareil maniaque de la photo. Il disparaît souvent, son appareil en bandoulière, et quand il revient, c'est pour foncer dans son labo à la cave, développer ses clichés. Mais dans l'ensemble, c'est son seul défaut, et il travaille très bien. Vous l'avez encore avec vous, j'imagine. Oui, monsieur, lui et une petite servante de 14 ans, qui fait le ménage et un peu de cuisine. Ils vivent dans la maison.
car je suis veuf, monsieur Holmes, et je n'ai jamais eu d'enfant. Nous menons donc une vie tout à fait paisible, et sans être riches, nous avons au moins un toit au-dessus de nous, et nous vivons sans dette. Mais nos ennuis ont commencé avec cette maudite annonce. Il y a 8 semaines, Spaulding arrive au bureau avec ce journal en me disant « Ce que j'aimerais avoir les cheveux aussi roux que les vôtres, monsieur Wilson. » Et pourquoi cela, Spaulding lui dis-je avec un peu de surprise, car en général, on aime avoir les cheveux un peu moins voyants. Parce qu'il y a un poste vacant à la Ligue des Hommes Roux, et que le type qui sera pris gagnera je ne sais pas combien d'argent, tout simplement. On dit que les administrateurs ne savent pas quoi faire de l'argent du legs, et qu'il y a plus de places que de candidats. Pourtant moi, à leur place... Qu'est-ce que tu racontes demandai-je. Il vaut mieux vous dire, monsieur Holmes, que je suis très casanier, et que comme j'attends les clients derrière mon bureau, je reste souvent une semaine sans mettre le pied dehors. De plus, je ne lis guère les journaux, et je ne suis pas très au courant de l'actualité, mais j'aime bien apprendre les nouvelles. Comment dit Spaulding en écarquillant les yeux. Vous n'avez jamais entendu parler de la Ligue des Hommes Roux? Jamais. Ça alors, c'est étonnant. Pourtant, avec votre cheveu. Mais dis donc, vous pourriez obtenir un des postes vacants, vous. Je ne vois pas ce que j'y gagnerai, dis-je. Oh, mais pas moins de 200 livres par an, vous savez. Et en plus, c'est un travail facile, qui n'empêche pas de s'occuper d'autre chose en même temps. Là-dessus, je commençais à prêter une oreille plus attentive, vous devinez bien. 200 livres par an, par les temps qui courent, ce n'est pas à dédaigner. Raconte-moi cela, dis-je à Spaulding. Et le voilà qui me montre le journal et la petite annonce. Vous voyez, me dit-il, on donne l'adresse de la ligue là-dedans, et on indique qu'une place est vacante. Pour autant que je sache, la Ligue des Hommes Roux a été instituée par un riche Américain nommé Ezekiah Hopkins. C'était un type assez bizarre et qui avait des manies. Il avait les cheveux roux et il aimait beaucoup les rouquins. En sorte qu'à sa mort, on découvrit qu'il avait fait une fondation en faveur des roux. Son immense fortune était laissée à des fidéicommis pour, pour offrir des sinécures à des hommes roux. C'est tout ce que j'en sais, mais il paraît que l'on y gagne beaucoup à ne rien faire. Diable, lui dis-je. Mais il va y avoir une foule de rouquins pour se présenter. Eh bien, pas tant que vous croyez, me répondit-il. Par ailleurs, je crois que l'emploi est réservé exclusivement aux hommes roux natifs de Londres. L'Américain avait commencé sa carrière à Londres et il a voulu offrir ce témoignage de reconnaissance à notre bonne vieille ville. Je ne sais pas grand-chose, remarquez. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut avoir les cheveux plus ou moins jaunes ou plus ou moins rouilles. Il faut avoir des cheveux... Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas avoir les cheveux plus ou moins jaunes ou plus ou moins rouilles. Il faut avoir des cheveux vraiment roux, quasiment rouges, à peu près comme vous, quoi. Après tout, monsieur Wilson, vous ne risquez rien à vous présenter, pas vrai? Pourquoi n'y allez-vous pas? Tout ce que vous risquez, c'est de ne pas gagner quelques centaines de livres. À votre place, je n'hésiterai pas. Bref, Spaulding me convainquit. Évidemment, monsieur Holmes, vous voyez mes cheveux. Leur couleur légèrement voyante m'a quelquefois un peu gêné. Mais qui puis-je? Pour une fois que cette couleur pouvait me rapporter quelque chose, bon, je me suis décidé. Comme Spaulding m'avait l'air parfaitement au courant, je lui dis de fermer la boutique pour la matinée et de venir avec moi. Un jour de congé n'ayant jamais fait peur à un employé, le lendemain matin, nous étions à l'adresse indiquée. Ah, monsieur Holmes, je crois que je n'oublierai jamais ce spectacle. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il n'y avait que des rouquins. Une marée de rouquins. C'était effrayant. C'était une mer de cheveux roux, de toutes les teintes possibles, de toutes les nuances inimaginables. Du jaune citron au chocolat, en passant par les setters irlandais. Fleet Street avait l'air d'un camion orange. Il y en avait des briques, des rouilles, des abricots, des chaudrons. Et est-ce que je sais? Cependant, Spaulding avait raison. Il y en avait peu à posséder une couleur de cheveux aussi vive que moi, et franchement rouge. En voyant toute cette foule, j'avais envie de retourner chez moi,
et je ne doutais pas qu'il pouvait y avoir autant de rouquins dans Londres. Mais Spaulding ne me laissa pas faire. Je ne sais vraiment pas comment il s'y prit, en jouant des coudes et en me tirant, en me poussant à travers la foule, mais au bout de 10 minutes, nous étions en bas des marches qui menaient au bureau de la Ligue. Monsieur Holmes, c'était un va-et-vient continu d'hommes roux, en 2 files, une montante et une descendante. Ceux qui montaient avaient l'air plein d'espoir. Ceux qui descendaient avaient un air lugubre. Vous ne pouvez vous imaginer la scène. C'est absolument passionnant, dit Holmes, en se pelotonnant dans son fauteuil. Et alors, monsieur Wilson, continuez. Bref, au bout d'un moment, j'étais dans le bureau, toujours avec Spaulding que je n'avais pas lâché. Le bureau ne contenait guère que 2 chaises en bois blanc et une table en sapin. Et derrière la table était assis un homme plutôt petit, mais qui avait les cheveux encore plus rouges que les miens. À chaque candidat qui se présentait, le petit homme adressait quelques mots, mais il trouvait toujours un défaut à reprocher à la couleur, à la nuance, et ce que je sais. Enfin, quelque chose pour le renvoyer. Cela n'avait pas l'air difficile du tout de faire partie. Pardon. Cela n'avait pas l'air facile du tout de faire partie de la Ligue. Cependant, quand vint mon tour, le petit homme sembla regarder mes cheveux avec plus d'intérêt que les autres. Il referma même la porte derrière nous et me pria de m'asseoir. Spaulding prit la parole. Monsieur Jabez Wilson souhaite le titre de membre de la Ligue, dit-il. Cela me semble très légitime, dit le petit homme. À première vue, il a toutes les qualités requises, et je ne me crois pas me souvenir d'avoir jamais rien vu d'aussi beau. Il recula sa chaise et se mit à regarder mes cheveux, avec une sorte d'émotion, en penchant la tête sur le côté. Je ne savais plus où me mettre. Tout à coup, il se leva d'un bond et se pencha par-dessus la table. Il me dit « Toutes mes félicitations, monsieur. Vous êtes admis. La moindre hésitation serait un véritable crime. Cependant, vous m'excuserez de prendre certaines précautions. » Et ce disant, il me prit par les cheveux et se mit à les tirer de toutes ses forces à 2 mains. Je poussai un cri, vous pensez bien, et je me débattis en criant. Il s'arrêta aussitôt. Excusez-moi, dit-il, mais c'est indispensable. Vous avez des larmes dans les yeux, ce n'est donc pas une perruque. Nous avons été trompés 2 fois par des postiches, savez-vous? Une autre fois par de la teinture. Je pourrais vous raconter des histoires à ce sujet qui vous feraient frémir. Là-dessus, il ouvrit la fenêtre et cria à la foule que la place était prise. Il y eut un long brouhaha de désappointement, et au bout d'un moment, les gens commencèrent à s'en aller. Je m'appelle Duncan Ross, me dit-il, en se rasseyant. Je suis moi-même, comme vous pouvez le constater, l'un des bénéficiaires de la fondation de notre bienfaiteur Ezekiah Hopkins, et j'en suis l'administrateur. Êtes-vous marié, monsieur Wilson? Avez-vous des enfants? Je lui répondis que non. Sa figure s'allongea. Fit-il. Ça, c'est ennuyeux. La fondation est destinée, comme vous vous en doutez, non seulement à aider la race des hommes roux, mais aussi à la propager et à l'étendre. C'est fort ennuyeux que vous soyez célibataire, fort ennuyeux. Je me voyais déjà perdre une place si convoitée quand il eut un geste fataliste de la main, en disant qu'après tout cela ne se pouvait. Je me voyais déjà perdre une place si convoitée quand il eut un geste fataliste de la main, en disant qu'après tout cela pouvait peut-être s'arranger dans l'avenir, et que ce serait de toute façon une réelle injustice de ne pas récompenser un homme qui avait de tels cheveux. Quand pouvez-vous commencer votre travail? Me demanda-t-il. Eh bien, dis-je, c'est un peu délicat, car j'ai déjà un métier. N'ayez aucune crainte à ce sujet, monsieur Wilson, me dit Spaulding. Je pourrai très bien veiller sur vos affaires pendant vos absences. Cela dépend un peu des heures de travail, dis-je finalement. Oh, c'est peu promenant. De 10 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Vous savez peut-être, monsieur Holmes, que les affaires de prêt sur gage se traitent plutôt le soir, après la sortie du travail, et surtout en fin de semaine, le jeudi et le vendredi, avant le jour de paie.
En fait, cela me convenait tout à fait de gagner un peu d'argent le matin, d'autant que je pouvais me fier parfaitement à Spaulding à ce point de vue. Très bien, dis-je. Les heures me conviennent tout à fait. Parlons finances, reprit-il. Vous toucherez 4 livres par semaine. Pour quel travail, si je puis vous demander? Oh, pour un travail des plus faciles et purement théorique. Qu'entendez-vous par purement théorique? Eh bien, vous devez vous présenter au bureau de la Ligue le matin à 10 heures pour votre temps de travail. Ah, j'oubliais. Le contrat précise que si vous vous absentez pendant ces heures de travail, vous êtes exclu sans recours. Le testament est formel sur ce point. Donc, entre 10 heures et 2 heures, vous ne devez sortir sous aucun prétexte. Bon, pensai-je, pour 4 heures, ce n'est pas très difficile. Aucune excuse ne sera acceptée, continua M. Ross. Ni maladie, ni affaires personnelles. Je suis désolé, mais ce sont les conditions mêmes de la fondation. Très bien, dis-je, mais le travail lui-même, c'est enfantin. Cela consiste à recopier la main l'Encyclopédia Britannica. Le premier volume est ici sur cette étagère. Je vous signale que c'est à vous de fournir l'encre, les plumes et le papier. Pour notre part, nous vous fournirons la chaise, la table et le buvard. Pensez-vous pouvoir commencer demain? Certainement. Eh bien, c'est parfait, dit Duncan Ross en se levant. À demain, monsieur Wilson. Et encore une fois, acceptez tous mes compliments pour votre entrée dans la Ligue des Hommes Roux et la situation importante que vous venez d'acquérir. Au revoir et à demain sans faute. Nous rentrâmes à la maison, Spaulding et moi. Spaulding avait l'air aussi content que moi, et nous rions tous les deux dans la rue, sans savoir pourquoi. Et alors, dit Holmes en allongeant la main vers son tabac, avec une indicible expression d'amusement sur son maigre visage. Eh bien, toute la journée, j'ai repensé à cette affaire, et à force de me demander ce que cela pouvait bien signifier, je finis par conclure que cela cachait certainement quelque chose, une escroquerie ou une affaire du même genre. Je ne voyais pas bien quoi, mais cela me paraissait incroyable que quelqu'un laisse un pareil testament et que l'on paie aussi cher un homme roux pour recouper l'Encyclopédia Britannica. Spaulding fit ce qu'il put pour me remonter le moral, en me citant bien d'autres testaments extraordinaires, mais je décidai néanmoins de renoncer à ce travail. Le lendemain matin pourtant, en me réveillant, je me dis que c'était trop bête de ne pas voir au moins si tout cela était bien réel, et j'y allai. J'achetai une bouteille d'encre, quelques plumes et un bloc de papier, et me rendis au Pops Court. Eh bien, monsieur Holmes, à ma grande surprise, tout se passa le mieux du monde. Je fus accueilli et installé par Duncan Ross, qui m'apporta le plus naturellement du monde le premier volume de l'encyclopédia. Et je commençai à la lettre A. Ross revint plusieurs fois dans la matinée pour voir si j'avais besoin de quelque chose. Puis, à 2 heures, il me souhaita une bonne journée, me complimenta pour le travail accompli pendant ces 4 heures, m'assura que pour un débutant, je n'avais pas une mauvaise moyenne et me dit au revoir avant de fermer à clé la porte du bureau. Et cela, monsieur Holmes, s'est reproduit régulièrement tous les jours à partir de là. Chaque samedi, l'administrateur me remettait une enveloppe contenant les 4 souverains d'or pour le travail de la semaine. Le matin, j'arrivais à 10 heures, je copiais jusqu'à 2 heures et je m'en allais. Monsieur Ross venait de temps en temps, au début, assez souvent, puis moins. Les derniers temps, je ne l'ai pas vu du tout. J'aurais pu sortir, mais je me méfiais. Cela aurait été trop bête de perdre un emploi aussi facile et aussi bien payé. 8 semaines s'écoulèrent ainsi. J'avais recopié des tas de choses sur les abacs, les abat-jours, les abricots, l'algèbre ou les arbalètes. Et je comptais attaquer bientôt la lettre B. Le papier et l'encre me coûtaient assez cher. Il y avait une étagère pleine de feuillets recopiés, quand soudain, tout a cassé. Comment cela, cassé, dit Holmes. Cassé, c'est le mot. Et cela pas plus tard que ce matin. Je suis allé à mon travail, comme d'habitude, à 10 heures, et qu'est-ce que je vois sur la porte? Un petit carton fixé avec une punaise et marqué La Ligue des Hommes Roux est dissoute. Tenez, le voici, lisez vous-même. Nous nous penchâmes. C'était en effet un petit rectangle de carton, de la taille d'une fiche où étaient écrits ces mots. La Ligue des Hommes Roux est dissoute.
9 octobre 1890. Et la porte était fermée, dit Holmes. Cadenassée, monsieur, dit Wilson d'un air désemparé. Nous nous regardâmes, Holmes et moi, puis, tournant à nouveau vers le visage consterné de l'infortuné Jabez Wilson, nous partîmes d'une épouvantable fou rire. Je ne vois pas ce que vous trouvez de drôle dans cette histoire, dit notre client rouge de colère. Si tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous moquer de moi, très bien, j'irai m'adresser à quelqu'un d'autre. Non, non, dit Holmes en s'essuyant les yeux et en se forçant à se rasseoir. Je vous en prie, monsieur Wilson, pour rien au monde je ne voudrais manquer cette histoire. Elle est si rafraîchissante. Mais excusez-moi de vous le dire, elle est quand même plutôt rare. Bon, alors, qu'avez-vous fait? J'étais comme assommé, reprit le gros homme, en se rasseyant à demi calmé. Je suis allé frapper au bureau voisin, mais personne ne savait quoi que ce soit. Finalement, je suis allé chez le propriétaire. Il habite au rez-de-chaussée et il est comptable. Je lui ai demandé ce qu'il est arrivé à la Ligue des Hommes Roux, et savez-vous ce qu'il m'a répondu? Qu'il n'avait jamais entendu parler de ce truc-là. Je lui ai demandé qui était monsieur Duncan Ross. C'était la première fois qu'il entendait ce nom. Mais, lui ai-je dit, le monsieur du 14. Ah, m'a-t-il dit, le type aux cheveux roux. Il s'appelle pas Duncan Ross, il s'appelle William Morris. Il est conseiller juridique et il utilisait provisoirement cette pièce en attendant que ses bureaux soient terminés. Il a déménagé hier soir. Je voudrais bien le retrouver, dis-je. Rien de plus simple. Il m'a laissé son adresse. Attendez, j'ai cela quelque part. Oui, tenez, 17 King Edward Street. C'est près de Saint-Paul. Vous pensez bien que j'ai couru à cette adresse, monsieur Holmes. Mais au 17 de King Edward Street, je n'ai trouvé qu'une fabrique de jambes artificielles et personne ne connaît. C'est ni Duncan Ross, ni William Morris. Et alors, qu'avez-vous fait, dit Holmes? Eh bien, je suis rentré chez moi pour demander à mon commis ce qu'il pensait de cette histoire. Il a eu l'air très surpris et m'a dit que si j'attendais, j'aurais sûrement des nouvelles par la poste. Mais cela ne me plaît pas, monsieur Holmes. Je ne vois pas pourquoi je perdrais un bon emploi sans me défendre. Comme j'avais entendu dire ce que vous aviez... Comme j'avais entendu dire que vous aviez souvent la gentillesse de donner de bons conseils aux pauvres gens sans défense, je suis venu chez vous. Et voilà. Vous avez très bien fait, dit Holmes, qui avait repris son sérieux. Votre affaire, monsieur Wilson, est tout à fait exceptionnelle, et je m'en occuperai avec plaisir. D'après ce que vous venez de me raconter, j'ai l'impression qu'il faut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus grave qu'on pourrait le penser. Plus grave? S'exclama Jabez Wilson. Que peut-il y avoir de plus grave? J'ai déjà perdu cette semaine 4 livres sterling, il me semble. Rassurez-vous. Pour vous, je crois que c'est terminé. D'ailleurs, il me semble que vous n'avez pas tellement à vous plaindre de cette ligue extraordinaire. Au contraire, vous avez gagné quelque chose comme 30 livres, sans parler de la profonde culture que vous avez acquise gratuitement sur tous les sujets commençant par un A. Ce n'est pas rien. Au fond, la ligue ne vous a rien volé. Non, sans doute. Mais enfin, qui sont ces gens-là? Et si c'est une farce? Et c'en est une. Pourquoi me l'ont-ils faite? Nous essaierons d'éclaircir tout cela, monsieur Wilson. Mais je voudrais vous poser quelques questions. Votre commis, Spaulding, qui vous a montré l'annonce, depuis combien de temps est-il chez vous? Vincent Spaulding? Un peu plus de 3 mois. Comment l'avez-vous engagé? J'avais mis une petite annonce. Ah, et il y avait d'autres candidats? Une douzaine, je crois. Je l'ai pris parce qu'il avait l'air débrouillard et qu'il consentait à être payé au tarif de débutant. À quoi ressemble-t-il, ce Spaulding? C'est un petit homme vif, plutôt trapu, robuste et presque chauve. Bien qu'il ait sûrement pas 30 ans. Que voulez-vous dire? Que dire d'autre? Il a une cicatrice blanche sur le front, une brûlure à l'acide, m'a-t-il dit. Holmes se leva brusquement. Une brûlure d'acide sur le front? Tiens, tiens. Et dites-moi, vous n'avez sans doute pas remarqué s'il avait les oreilles percées comme pour des boucles d'oreilles? Si, monsieur. C'est une sorcière gitane qui les lui a percées quand il était petit.
Ouais, dit Holmes songeur. Et il est encore à votre service? Certainement, je l'ai quitté pour venir chez vous. Et pendant vos activités à la Ligue des Hommes Roux, il s'est bien acquitté de son travail? Parfaitement bien, je dois le dire. D'ailleurs, vous savez, le matin... Oui, oui, monsieur Wilson, je serai heureux de vous faire connaître le résultat de mon enquête d'ici un jour ou deux. Nous sommes aujourd'hui samedi. Je pense pouvoir vous donner une solution lundi. Holmes raccompagna notre visiteur et revint vers moi. Eh bien, Watson, que pensez-vous de cette extraordinaire histoire? Ma foi, rien du tout. Je trouve cela absolument renversant. Vous connaissez mon opinion. Plus une affaire est étrange, moins elle offre finalement de mystère. Ce sont les crimes ordinaires, les affaires banales, qui sont réellement compliquées, parce que l'on ne sait pas à quoi se raccrocher. De même qu'un visage ordinaire est plus difficile à connaître qu'un visage original. Mais il faut régler rapidement cette affaire. Que comptez-vous faire? Fumer, d'abord. C'est un problème qui durera bien 3 ou 4 pipes. Et je vous saurai gré de ne pas me déranger pendant une petite heure. Il se roula en boule dans le fauteuil, les pieds enveloppés dans un vieux plaid et les genoux ramenés sous le menton. Avec sa pipe en terre noire qui dépassait de son nez, sous son nez aquilin, on aurait dit un vieil oiseau de proie. Je crois que je somnolais un peu quand il se leva d'un bond. Vos malades peuvent-ils se passer de vous quelques heures, Watson? Certainement, dis-je avec empressement. C'est mon jour de liberté. Parfait. Prenez votre chapeau et sortons. Où allons-nous? Au concert. Nous mangerons quelque chose en route et nous irons entendre de la musique allemande à St. James Hall. Je l'aime mieux en ce moment que la musique italienne et française. Elle est plus intérieure et j'ai besoin de m'intérioriser. Allez, venez. Nous prîmes le métro jusqu'à Aldergate. De là, en quelques minutes de marche, nous étions à Saxe-Coburg Square, l'un des endroits, comme on s'en souvient, où s'était déroulées quelques-unes des scènes de l'histoire de Jabez Wilson. Saxe-Coburg Square était une petite place sinistre, avec des maisons gluantes de crasse, d'une médiocrité à la limite de la misère. Une pelouse miteuse en occupe le centre, orné d'un laurier rachitique. Tout autour, les maisons de briques sombres à 2 étages se tassent les unes contre les autres, comme pour s'empêcher mutuellement de tomber. Sur l'une d'elles, à l'angle, une plaque marquée Jabez Wilson indiquait l'endroit où exerçait notre client aux cheveux rouges. Holmes regarda longuement la façade, la tête penchée, les paupières à demi fermées. Il descendit lentement la rue, puis la remonta, en regardant attentivement les façades, comme s'il voulait les transpercer du regard. Enfin, il revint devant la boutique du prêteur sur gage, frappa 2 ou 3 fois le sol vigoureusement avec sa canne et sonna à la porte. Un jeune homme ouvrit. Il avait les yeux vifs et le pria poliment d'entrer. Excusez-moi, dit Holmes, je me suis simplement égaré, et je souhaitais savoir le chemin le plus court pour regagner le Strand. Vous prenez la 3e à droite et la 4e à gauche, répondit le jeune homme en refermant la porte. Nous marchâmes en silence. Il est rapide, cet homme, dit Holmes au bout d'un moment. Que pensez-vous de lui? De qui? Du jeune homme qui a répondu? Oui, à mon avis, c'est par ordre d'habileté le 4e criminel de Londres. Et pour ce qui est de la hardiesse, il pourrait prétendre à la 3e place. J'ai déjà eu affaire à lui. Évidemment, répondis-je, le commis joue un rôle important dans cette drôle d'affaire. J'imagine que vous n'avez sonné que pour le voir. Non, pas lui. Qui alors? Les genoux de son pantalon, pour tout vous dire. Vraiment? Et qui avez-vous vu? Exactement ce que je pensais y voir. Puis-je vous demander pourquoi vous avez cogné par terre avec votre canne? Qu'est-ce que cela voulait dire? Mon cher ami, dit Holmes avec un sourire, c'est le moment de regarder et non celui de parler. Nous avons marqué un point, mais nous sommes des avant-postes en pays ennemi.
Regardons plutôt le paysage et les ruelles qui se trouvent derrière. En tournant le coin de la rue, passé ce Saxe Coburg Square, nous trouvâmes à peu près autant de différences qu'il en existe entre les deux faces d'un même tableau. L'endroit que nous quittions était sale, obscur, suintant d'humidité. Nous étions maintenant dans l'une des principales artères de la ville. La circulation était incroyable dans les deux sens. On avait peine à comprendre comment d'aussi imposants bureaux et d'aussi splendides magasins pouvaient s'adosser quelques mètres plus loin à d'aussi sordides ruelles. Attendez une seconde, me dit Holmes en me touchant le bras. Je voudrais me souvenir exactement de l'ordre des maisons. À partir de l'angle, il y a le bureau de tabac, le marchand de journaux, la succursale Coburg de la Bank of City, le restaurant végétarien, l'entreprise de pompes funèbres, un marchand de chaussures et le dépôt de voitures McFarlane. Bon, eh bien, je crois que le travail est fini. Songeons à nos loisirs. Que diriez-vous d'un petit sandwich, docteur, et d'une tasse de café, avant de nous mettre en route vers la salle de concert? Là, au moins, nous ne trouverons pas de rouquins pour nous embêter avec des devinettes. On sait bien que Sherlock Holmes adorait la musique. Il était bon violoniste et composait à ses heures des morceaux qui, tout en reflétant sa fantasque personnalité, n'étaient pas dénués de réel mérite. Enfin, tout l'après-midi, il demeura de son fauteuil d'orchestre, les yeux fermés, battant doucement la mesure de ses longs doigts maigres, un pâle sourire étirant ses lèvres minces, enfin un Holmes totalement rêveur, et pris par la langueur poétique des harmonies allemandes. Je ne sais si je me fais bien comprendre. Holmes le limier, Holmes le froid logicien, l'homme au raisonnement sec et froid comme une hache de bourreau, à l'astuce railleuse, avait entièrement disparu. Il ne restait que Holmes le poète, Holmes l'homme sensible et d'une nervosité quasi féminine, fondu, plongé, disparu dans la musique. Non, sans doute, je ne reverrai jamais un tel homme. Bref, pour moi qui le connaissais bien, je devinais à le voir ainsi totalement abandonné à son sentiment que des désagréments en grand nombre se préparaient pour des ennemis que je n'avais pas encore discernés. Je suppose que vous allez rentrer chez vous maintenant, me demanda-t-il après le concert. Sans doute cela vaudrait mieux. Pour ma part, quelques heures de travail m'attendent. L'affaire de Cockburn Square est assez ennuyeuse. Ah, quelque chose de convenable, quelque chose de considérable se prépare. Mais j'ai bon espoir de pouvoir l'éviter. L'ennui, c'est que nous sommes aujourd'hui samedi, ce qui complique les choses. Enfin, j'aurai besoin de vous ce soir. Est-ce trop demandé? À quelle heure? 10 heures, je pense. Cela ira. Entendu, je serai chez vous à 10 heures. Merci. Ah, à propos, prenez donc votre vieux revolver d'ordonnance. Il me fit un geste de la main et disparut dans la foule. Je ne crois pas être plus bête qu'un autre. Cependant, j'ai toujours été rempli d'un sentiment de profonde nullité en voyant travailler Sherlock Holmes. Enfin quoi? J'avais vu ce qu'il avait vu, entendu ce qu'il avait entendu, au même moment et en même temps que lui. Et il voyait des choses, comprenait des choses que je n'imaginais même pas. Il en était à prévoir un crime pour 10 heures du soir, tandis que je ne voyais pour ma part qu'une histoire amusante, certes, mais profondément loufoque. C'est à peu près ce que je pensais en me remémorant ce soir-là, tandis que je courais en cab vers Baker Street. Devant la porte, 2 fiacres étaient déjà arrêtés. En montant l'escalier, j'entendis le bruit de plusieurs voix. Holmes était en conversation avec 2 hommes, et en entrant, je reconnus aussitôt l'un d'entre eux. C'était l'inspecteur Peter Jones, officier de police criminelle. L'autre était un grand homme maigre dont le visage allait terriblement bien avec le chapeau impeccable et les vêtements sobres de l'homme d'affaires. Ah, Watson, nous vous attendions. Nous sommes au complet. Vous connaissez Monsieur Jones, de Scotland Yard, me demanda-t-il, en levant au râtelier une lourde cravache de chasse. Mais vous ne connaissez pas Monsieur Merryweather, qui sera notre compagnon pour notre promenade nocturne.
Vous voyez, docteur, me dit Jones, avec le ton suffisant qui lui était habituel, nous chassons encore une fois en meute. Notre ami Holmes n'a pas son pareil pour lancer le gibier, mais il a besoin des vieux chiens pour le relever ensuite. J'espère, dit l'homme d'affaires d'un ton lugubre, j'espère que notre chasse ne se terminera pas par un lapin. Ça, dit le policier avec suffisance, vous pouvez faire entièrement confiance à monsieur Holmes. Ses méthodes personnelles sont peut-être un peu trop théoriques pour mon goût, mais on ne peut lui dénier un certain brio. Il lui est même arrivé, pour être franc, de nous simplifier réellement la tâche en 2 ou 3 occasions. Je me souviens de certaines affaires de meurtre à Brixton Road. Si c'est votre avis, monsieur Jones, l'interrompit l'étranger avec déférence, cela doit aussi être le mien. J'ai trop le respect de notre admirable police pour mettre votre opinion en doute. La seule chose qui m'ennuie, je le confesse, c'est mon bridge du samedi soir. Depuis 27 ans, c'est la première fois que je le manque. Je crois que vous n'aurez jamais joué aussi gros que ce soir, dit Holmes avec bonne humeur. Votre enjeu est de quelque 30 000 livres, monsieur Merryweather, à quelque chose près. Et pour vous, Jones, l'enjeu n'est pas moins fort. John Clay, dit Jones en serrant les poings. John Clay, l'assassin, le voleur, le faux monnayeur, le faussaire. C'est un homme jeune, monsieur Merryweather, mais tout jeune qu'il est, c'est un maître dans son genre. Je ne connais personne que j'aurais autant de plaisir à arrêter. Et ce n'est pas n'importe qui, savez-vous. Son grand-père était un duc et prince de sang. Lui-même a été élevé à Eton et à Oxford. Je suis sur sa piste depuis des mois. Je n'ai jamais réussi à le pincer. C'est une véritable anguille. Un jour, il pille un château en Écosse. Le lendemain, il extorque des fonds dans le sud de l'Angleterre. Je ne l'ai même jamais vu. J'espère vivement vous le présenter ce soir, dit Holmes d'un air énigmatique. Je n'en serais pas fâché, car j'ai eu affaire à lui également 1 ou 2 fois, et je dois bien reconnaître qu'il est remarquablement fort. Mais ne nous mettons pas en retard. Vous prendrez tous les deux le premier fiacre. Et Watson et moi, nous suivrons dans le second. Holmes ne parla guère pendant le trajet. Il fredonnait les airs que nous avions entendus l'après-midi. Il semblait d'excellente humeur. Enfin, après un interminable lacis de ruelles obscures, il se pencha vers moi. J'ai oublié de vous dire, ce monsieur Merryweather est directeur de banque et l'affaire l'intéresse de près. J'ai pensé que ce serait aussi bien d'avoir Jones avec nous. Jones est un imbécile, professionnellement parlant, mais il a un bon côté. Il est aussi têtu et aussi courageux qu'un chien boxeur. Il faudrait le tuer pour lui faire lâcher prise, quand il a posé la patte sur quelqu'un. Nous sommes arrivés. Descendons. Nous étions dans la même grande rue où nous étions promenés le matin même. Monsieur Merryweather nous y fit entrer dans une petite allée obscure fermée par une porte métallique, et à l'aide d'une clé compliquée, nous ouvrit une seconde porte blindée située sur le côté d'un bâtiment sombre. Au bout d'un couloir, une autre porte massive et également blindée fut également ouverte par ses soins. Nous nous engageâmes dans un escalier de pierre en coquille qui se terminait par une nouvelle porte, métallique encore plus formidable. Avec un petit couloir cimenté et fort humide, une dernière porte nous mena à une grande cave voûtée où nous aperçûmes, à la lueur de la lanterne sourde que tenait le banquier, un grand nombre de caisses en bois et de grandes boîtes métalliques. Vous ne semblez pas trop vulnérable par le plafond, au moins, dit Holmes en élevant la lanterne. Ni par le sol, d'ailleurs, répliqua Merryweather, en donnant un grand coup de canne sur le sol. Mais grand Dieu, cela sonne creux. Il devint tout pâle. Puis-je vous prier de vous tenir un peu tranquille demanda Holmes d'un ton sec. Voilà notre expédition compromise maintenant. Auriez-vous l'extrême bonté de vous asseoir sur l'une de ces caisses et de ne plus faire de bruit? Monsieur Merryweather pinça les lèvres et se percha tant bien que mal sur l'une des caisses avec l'air d'un vieux perroquet à qui l'on a manqué de respect. Holmes tira sa loupe de sa poche et s'agenouilla par terre. Il inspecta minutieusement les dalles et les interstices qui les séparaient.
Il se releva, l'air satisfait. Cela devrait aller, dit-il. Je pense que nous avons une bonne heure devant nous. Ils se prendront, ils ne prendront aucun risque avant que Jabez Wilson soit couché. Mais aussitôt après, ils ne perdront pas une seconde, car plus tôt ils auront fini, plus tôt ils auront le temps pour se mettre à l'abri. Vous avez compris, Watson, dit-il en se tournant vers moi. Vous avez compris où nous sommes. Nous sommes dans les caves de la banque. Monsieur Merryweather, qui est le président du conseil d'administration, va certainement vous expliquer ce qui attire ici l'une des plus audacieuses bandes de criminels de Londres. C'est notre or français qui les attire, dit l'administrateur d'un ton lugubre. Votre or français? Oui. Nous avons été avertis à plusieurs reprises que quelque chose se préparait. Il y a quelques mois, nous avons emprunté à une banque française 30 000 pièces d'or, des Napoléons. Finalement, nous n'avons pas eu besoin de cet or, mais on a su, dans la city, que nous l'avions et qu'il était entreposé ici. La caisse sur laquelle je suis assis contient 2000 pièces d'or, par exemple, enveloppées dans des feuilles de plomb. Notre réserve de métal fin est beaucoup plus importante en ce moment que ce n'est l'habitude pour une succursale de banque. Voilà ce qui attire ces messieurs, dit Holmes. Maintenant, nous allons prendre nos postes respectifs. Monsieur Merryweather, mettez-vous ici. Jones se mettra là. Watson à cet endroit, et moi, je reste où je suis. Et maintenant, fermez votre lanterne. Mais, dit faiblement le pauvre banquier, nous allons rester dans le noir? J'en ai peur, dit Holmes. J'avais emporté des cartes en espérant que nous pourrions faire un bridge, puisque nous sommes 4, mais leur travail est beaucoup plus avancé que je le croyais, et ce serait tout à fait imprudent. Quand il sera temps, j'allumerai ma lanterne. Alors précipitez-vous sur eux. Mais attention, ils sont dangereux. S'ils tirent, Watson, n'hésitez pas une seconde. Abattez-les comme des chiens. Je posai mon revolver tout armé sur une caisse et je m'assis. L'obscurité était effroyablement épaisse. C'étaient les ténèbres absolues. Seule l'odeur de métal chauffé de la lampe nous apportait quelque réconfort, dans l'atmosphère humide et glaciale de la cave. Ils n'ont qu'une seule issue possible, chuchota Holmes. C'est la maison du prêteur sur gage. Vous avez fait ce qu'il fallait, Jones? Un inspecteur et 3 agents font le guet devant la maison, murmura le policier. Parfait. Le temps s'écoula avec une lenteur désespérante. Au total, l'attente ne dut pas durer plus d'1 heure et quart. Mais pour ma part, j'eus l'impression que toute la nuit au moins s'écoulait. J'étais terriblement raide et ankylosée, car je n'osais faire un mouvement dans l'obscurité, de peur de heurter quelque chose et d'être cause de quelque bruit. J'entendais à quelques pas de moi la respiration de mes compagnons, celle lourde de Jones et celle chuintante et ressemblant à des soupirs du banquier. J'écarquillai les yeux dans l'obscurité, quand il me sembla tout d'un coup apercevoir sur le sol un bref ray de lumière. Ce ne fut d'abord qu'une brève lueur rougeâtre, puis ce fut une ligne jaune entre 2 dalles. Je retenais ma respiration. La lueur s'élargit alors, et je vis qu'une dalle se soulevait lentement et sans le moindre bruit. Puis, une main apparut par le trou, une main fine, blanche et délicate, comme une main de femme. La main tâtonna un moment autour d'elle, éclairée par la lumière qui jaillissait dessous la dalle, puis se retira. Et puis, la lourde dalle de pierre blanche se souleva de nouveau, en entier cette fois, et une vaste ouverture carrée se dessina en jaune sur le sol obscur. Un visage imberbe passa par-dessus le rebord et inspecta les alentours, puis une silhouette se dressa. Et prenant appui d'un genou sur le bord du trou, un homme mince sauta souplement sur le sol, sans faire de bruit. Au même instant, son complice surgit à son tour, aussi mince que lui et aussi agile. Il s'en différenciait cependant par une chevelure d'un rouge flamboyant. Parfait, murmura le premier. Tout va bien. Tu as le sac et le ciseau à froid? Et... Oh mon Dieu! File, Archie! File! Je me débrouille tout seul! Holmes venait de faire jouer le ressort de la lanterne
et avait empoigné l'homme. Jones se précipita et, plongeant dans le trou, agrippa le complice. On entendit un bruit d'étoffe déchirée. La lumière de la lanterne fit luire l'acier d'un revolver, mais la lourde cravache de Holmes frappa le poignet tendu et l'arme tinta sur le sol. Inutile, John Clay, dit Holmes. Vous êtes pris. Vous n'avez aucune chance. Je vois, dit l'autre avec sang-froid. J'espère que mon camarade s'en est tiré, bien qu'il vous reste un morceau de sa veste. On l'attend à la sortie, Sexcoburg Square. Eh bien, bravo, dit le jeune homme avec enjouement. Vous n'avez rien oublié. Tous mes compliments. Veuillez agréer également les miens, dit Holmes en souriant. Votre idée de la Ligue des hommes roux était remarquablement efficace et tout à fait originale. Allons, dit Jones. Tendez les poignets, que je vous passe les menottes. Je vous saurai gré de ne pas me toucher avec vos mains sales, dit le jeune homme d'un ton froissé. Vous ne savez peut-être pas que j'ai du sang royal dans les veines. J'aimerais aussi que vous me disiez monsieur, et s'il vous plaît. Monseigneur aurait-il la bonté de monter lui-même par l'escalier se moqua Jones. Un carrosse attend là-haut, son Altesse pour la conduire au poste. Très bien, mon ami, c'est mieux, dit John Clay en riant. Il s'inclina avec grâce devant nous et passa flegmatiquement devant le policier. Réellement, monsieur Holmes, dit le banquier avec effusion, je ne sais pas comment vous remercier, ni comment la banque pourra jamais s'acquitter envers vous. Ne parlons pas de cela, fit Holmes avec un geste des doigts. Les frais engagés dans cette affaire ont réellement été négligeables. Néanmoins, si la banque tient à me les rembourser, bien entendu. Voyez-vous, Watson, me dit Holmes quelques heures plus tard, alors que l'aube se levait derrière les vitres de Baker Street et que nous étions installés dans un fauteuil, de part et d'autre de la cheminée, un bon verre de whisky à la main, une chose m'apparut dès le premier instant évidente. Cette annonce insensée de la prétendue Ligue des hommes roux et ce travail incroyable de copie à la main de l'Encyclopédia Britannica ne pouvaient avoir qu'une explication. En dehors de la simple farce, il fallait retenir hors de chez lui, tous les jours à heure fixe, notre ami le prêteur sur gage. Il faut avouer que le moyen qu'ils ont trouvé n'était pas banal. En effet, c'était très astucieux. 4 livres par semaine était un appât non négligeable. C'est évidemment la couleur des cheveux de son complice qui a inspiré à Clay cette histoire saugrenue. Sans aucun doute. Mais j'ai seulement compris Mais j'ai seulement compris que ce n'était pas une farce quand j'ai su que le pseudo Spaulding avait accepté de travailler à demi-tarif. Mais comment diable avez-vous compris les raisons de cette conduite extravagante? Eh bien, s'il y avait eu des femmes dans la maison, la raison aurait pu être une intrigue sentimentale. Mais il n'y en avait pas. D'autre part, le prêteur sur gage lui-même ne roule pas sur l'or. Alors quoi? Qu'est-ce qui pouvait justifier une préparation aussi minutieuse? Et puis, en y repensant, j'ai trouvé. La cave. La cave où le commis passait des heures entières sous prétexte de photos. Quand Jabez Wilson m'eut fait la description de Vincent Spaulding, je n'eus pas de mal à reconnaître le signalement de l'un des criminels les plus recherchés de Londres. Qu'est-ce que cet homme pouvait bien faire dans la cave? Évidemment, quelque chose qui lui prenait plusieurs heures par jour, depuis des semaines. Quoi? Je ne pouvais imaginer qu'un tunnel, naturellement. Mais pour aller où? C'est à ce moment-là que nous sommes allés nous rendre compte sur place et que vous avez été surpris de me voir frapper le sol avec ma canne, devant la maison. En réalité, j'étais aussi étonné que vous, je dois le reconnaître. Je m'attendais à ce que le sol sonnât creux à cet endroit. J'en conclus que le tunnel pouvait s'étendre derrière la maison. C'est alors que j'ai sonné en espérant que le commis viendrait ouvrir, ce qu'il a fait. Nous ne nous étions jamais vus, mais je l'ai aussitôt reconnu. En effet, j'ai à peine regardé son visage. En revanche, ses genoux m'intéressaient beaucoup. Ils étaient complètement froissés et usés, comme quand on travaille à genoux. En faisant le tour du pâté de maison, j'ai compris. La succursale de la banque était exactement derrière la maison. La conclusion, vous la connaissez aussi bien que moi. Mais comment avez-vous su qu'ils feraient leur coup ce soir même? Étant donné que le tunnel était fini,
Il n'avait plus de besoin de retenir Jabez Wilson hors de chez lui, et en conséquence, ils ont fermé le bureau de la Ligue. Mais pour eux, il fallait absolument en finir au plus tôt. Le tunnel pouvait être découvert, ou l'or transporté ailleurs, que sais-je. Le samedi était parfait, puisque cela leur laissait tout le week-end pour disparaître. Je les attendais donc hier soir. C'est d'une logique merveilleuse, m'exclamai-je. La logique me sauve de l'ennui, répondit-il en se massant les yeux du pouce et de l'index. Ces petits problèmes font de leur mieux dans ce sens.